Oui, allô? Oui, tu peux passer? Non, elle est pas à la maison. Ok. À tout de suite. Eh ben, j'espère que ça va pas devenir une habitude, hein. Oui, bah là, cette fois-ci, j'ai préféré t'appeler avant de passer. J'avais trop peur que ta nénette ait envie de me refaire le portrait. Oui, bon, en même temps, tu l'as cherché. Je vois pas pourquoi tu parles pas normalement, en fait. Mais j'en sais rien, j'ai plus fort que moi, j'ai chié dans la colle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bon, en même temps, ça t'a valu un petit aller-retour aux urgences, du coup. Plus le dentiste aussi, étant donné qu'elle m'a pété 2 dents. Ah ouais, quand même. Bon, écoute, je sais comment te rendre le moral. Vu que la dernière fois avec Francis, vous m'avez fait découvrir ça avec un art italien vraiment sympathique, aujourd'hui, c'est moi qui vais te rendre l'appareil et je vais te parler de 5 films. Ah bon? Quel appareil? Je t'ai encore rien prêté, ma couille. C'est juste une façon de parler, hein. Ah, d'accord. Ouais, bref. Qu'est-ce que tu connais en exploitation? Ça dépend. C'est des films X? Eh non, pas tout à fait. Je vais t'expliquer. Le film de redneck, ou exploitation, est un genre de film d'exploitation américain dont les thèmes s'appuient sur les représentations stéréotypées de populations rurales blanches du sud profond des États-Unis et des Appalaches à travers l'image du redneck. Généralement dans les films de survival horror, de gore, mais aussi dans les comédies, les films policiers ou d'aventure. Durant la vingtaine d'années entre 1964 et 1985, ce genre devait sa popularité à l'apogée des drive-in, forme de distribution cinématographique privilégiée dans l'Amérique rurale de cette période. Ah oui, ma lumière vient de s'allumer dans ma caboche. C'est des films de redneck. Genre, c'est pas des films avec Burt Reynolds? Oui, entre autres. Ah bah je connais alors, je suis un grand fan de Burt. Avec sa grosse pelouse virile sur le torse et sa belle moustache, d'ailleurs je me suis fait la même. Ok. Et du coup, t'as vu tous les films avec Burt Reynolds? Ouais, je pense. Bah du moins toutes ces comédies. Ah bah tant mieux. Bah du coup, je vais te présenter 5 films de exploitation qui vont sûrement vachement te plaire. Ok, tu peux balancer la sauce, ma couille. Enfin, Au cœur de la Louisiane, une jeune prostituée qui cherche un endroit pour la nuit échoue dans l'hôtel Starlight. Le gérant du motel est un maniaque qui, dans ses accès de folie, offre ses clients aux redoutables mâchoires de son alligator. Le Crocodile de la mort est un film américain sorti en 1977 et réalisé par Tobe Hooper. Mais je vais pas en dire plus parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Le Crocodile de la mort est un long métrage instable car incomplet, dans lequel il y a un manque de structure scénaristique, de dialogue efficace, ainsi que de teneur dans le propos visé pour en faire une œuvre suffisamment solide. Toutefois, la proposition de Tobe Hooper s'avère être une véritable expérience psychédélique, intense et bizarre. L'étrangeté du film n'a d'égal que la folie des personnages, la musique complètement what the fuck, ainsi que les nombreux plans complètement aliénés. ah ouf. Au début, je pensais que t'allais être un serpent dans l'herbe. Allez, vas-y, c'est bon, continue. L'intrigue est un pot pourri de diverses inspirations du cinéma d'horreur, avec Psychose, Massacre à la tronçonneuse, le tout tiré d'une histoire vraie, celle du tueur en série Joe Ball, l'homme aux 6 alligators, surnommé le boucher d'Ellandorf. Heureusement, la forme très personnelle instaurée par Tobe Hooper écarte tout plagiat via un script qui s'avère être sans réel fil conducteur. Eh ben, elle en a la caboche, le Tobe. L'ambiance du film est incroyable. L'hôtel délabré situé au fond du bayou de Louisiane offre un contraste formidable et idéal pour une histoire horrifique. Les décors entourant la vieille demeure avec les marécages poisseux, l'impénétrable brume épaisse, la partition musicale de Wayne Bell ajoute une couche supplémentaire de malaise et de folie avec une musique qui déstabilise les sens tant elle est dérangée, instable et inapprivoisable. Oh oui, je confirme que la musique en remet un petit plus parce qu'après, vraiment, on n'est pas super bien en fait. Il y a beaucoup de scènes inconfortables tant les séances sont par moments tordues et aliénées via un travail de caméra frénétique, nerveux et envahissant qui filme au plus près les visages dégoulinants et tremblants de terreur des personnages hurlant à la mort. Une approche graphique reconnaissable entre mille, véritable signature du cinéaste qui décrit comme personne la terreur et l'agonie perçue par les personnages. Du made in Tobe Hooper. Même si à un moment il a dû retirer sa casquette de réal pour divergence artistique, du coup c'est un autre qui a dû tourner les quelques plans qui manquaient et de s'occuper du montage.
Mais dans 90%, ça reste du Made in Uber. Le casting est vraiment bon lui aussi. Le long métrage possède, en plus de l'acteur principal Neville Brandt, de bonnes performances d'acteurs à commencer par Robert Englund dans un de ses premiers rôles sur grand écran et qui plus tard jouera Freddy Krueger dans la saga des Griffes de la Nuit. Pour le reste, on a Mel Ferrer et Christine Sinclair en tant que père et sœur de la pauvre prostituée incarnée par Roberta Collins. Stuart Whiteman en tant que shérif Martin, protagoniste secondaire pas totalement dénué d'intérêt. Et enfin, Marilyn Burns, connue pour son rôle dans Massacre à la tronçonneuse, qui s'avère proche de celui qu'elle incarne avec Faye, la mère de famille qui passera son temps à hurler à plein poumon attachée à un lit. Pfff, quelle greluche. Qu'elle sort de son lit pour faire le ménage. Comme ça m'empêchera de saigner des oreilles. Bref, Tobe Hooper signe avec Le Crocodile de la Mort un film d'horreur étrange, incomplet et certainement pourvu de défauts. Néanmoins, il reste une série B intense qui décrit la manière unique, la folie humaine à travers des plans psychédéliques et à s'en faire tourner la tête via la terreur et la folie qui se dégage des personnages. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde, mais jetez-y un coup d'œil pour les plus curieux. Bah j'avoue que celui-là, je suis mi-figue, mi-raisin pour le voir, hein. Après, c'est vrai que ça donne envie d'adopter un croco. Mais si c'est pour entendre gueuler des bonnes femmes, va y avoir une bavure dans ma selle. Bon, d'accord. Alors pour le prochain, on va rester dans le bayou pour voir des nanas sexy. Ça te dit? Ah, des nanas à poil. No, you stay here with your sister. You take care of Julie now, huh? You be a good boy. Depuis la mort de ses parents, Désiré Thibaudot s'occupe de sa petite famille, n'hésitant pas à aller chasser l'alligator dans les marécages de sa Louisiane natale. Un jour, le fils du shérif, Billy Boy, et son copain Ben la surprennent en plein braconnage. Refusant leurs avances contre leur silence, la virée tourne mal et Ben est tué accidentellement par Billy Boy. Ce dernier laisse entendre à son père que Désiré est la meurtrière. Apprenant la nouvelle, le père de Ben réunit alors ses autres fils et partent donner la chasse à la jeune femme. Le Marais de la haine est un film américain sorti en 1974 et réalisé par Beverly et Fred Sebastian, un duo de réalisateurs qui auront œuvré dans le film d'exploitation tels que Rocky Hill en 1984, La vengeance de la femme au serpent en 1989 et Les durs à cuire en 1993. Des films que j'aimerais rattraper un jour, surtout s'ils sont du niveau du Marais de la haine. Le Marais de la haine est un mélange de survival et d'éléments proches de Rape and Revenge, puisque techniquement le film ne comporte aucun viol véritable, mais plusieurs tentatives. Bien moins crapoteux que ne pouvait le laisser entrevoir a priori son équation redneck plus vengeance plus viol, le film s'oriente surtout vers le thriller rural et le survival marécageux. Ah ouais, pas mal ça. Faut montrer aussi que nous, les mecs virils, on aime draguer les nanas, mais c'est pas pour être méchant avec elles. Méchant, non. Bien lourd, oui. Pardon? Fais gaffe, hein, sinon je vais devoir te tanner. Toute proposition gardée, le film pourrait même, par certains aspects, faire penser à un vieil ancêtre féministe de Rambo, surtout lorsque les 5 mâles venus pour chasser Désiré comprennent que ce sont finalement eux les proies d'une jeune femme capable de fabriquer des pièges, et qui surtout possède une parfaite connaissance du terrain. Nom de Dieu! Tu veux dire que cette nénette, au fond d'elle, elle a un fond viril comme nous? Madame, je vous admire et je vous accueille dans notre club. Oh mon Dieu, ce film a réussi à le faire parler convenablement. Le film doit aussi beaucoup au charme de son actrice principale, l'ancienne playmate Claudia Jennings, qui n'est sans doute pas la plus extraordinaire des comédiennes, mais qui possède un véritable charisme et une forte présence à l'écran. Jeune fille indépendante et bien badass, c'est un plaisir de la voir entre sauvageonne et mère de substitution, tout en dégommant les hommes qui lui souhaitent du mal. Bravo, madame. Et allez-y, pétez-leur bien la gueule à ces laidrons qui ont dû être mangés par un loup et chiés sur une falaise. Effectivement, mais malheureusement, ça restera l'un de ses seuls grands rôles, puisqu'elle perdra la vie dans un tragique accident de voiture avant d'avoir passé la trentaine. Oh, crotte de bique. Le scénario dépasse un peu les archéotypes d'un seul bloc pour donner un peu d'épaisseur à chaque personnage, loin de la simple caricature de bouseux crétin, inculte et cradingue. Le shérif possède un background plutôt émouvant avec la mère de Désiré et un des rednecks va dépasser ses pulsions purement sexuelles en allant jusqu'à vouloir épouser sa victime. Bref, Les Marais de la haine est donc une bonne petite série B d'exploitation, pas super originale, mais suffisamment plaisante pour être découverte. Effectivement, celui-là j'irai le mater aussitôt. Heureux de te l'entendre dire. D'ailleurs, je vais te commander l'affiche avec l'actrice principale dessus. Oh, merci ma cousine gentille. Mais je peux pas le ramener à la maison, parce que si je le ramène, j'ai ma femme qui va encore gueuler. Et déjà qu'elle râle en ce moment parce qu'elle a les Anglais qui débarquent. Les quoi?
Non, non, c'est bon, je pense que j'ai compris. Donc tu vois, je veux point prendre de risques. Ok, je comprends. D'ailleurs, en parlant des Anglais, une transition bizarre pour le prochain film. Bonjour. Vous allez avoir de l'aide demain. Charles Vénère et son cousin viendront vous aider à finir le garage. David, jeune mathématicien, fuit l'Amérique de son atmosphère orageuse. Il émigre en Cornouailles, où il est confronté dès son arrivée à l'agressivité des autochtones. Atteint dans ses convictions, il aura lui aussi recours à une violence qu'il combat. Les Chiens de paille est un film américano-britannique sorti en 1972 et réalisé par Sam Peckinpah, un réalisateur légendaire qui aura su renouveler la violence au cinéma de cette époque avec des films tels que Guet-apens, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, Croix de fer ou encore La Horde sauvage, qui est l'un de ses meilleurs films et le plus représentatif de son style. Un film de bonhomme que je te recommande aussi d'ailleurs. Bien noté, Wagouille. Les Chiens de paille est sorti à la même époque qu'Orange Mécanique, et tout comme le chef-d'œuvre de Kubrick, sa violence défraya la chronique. Une scène trop explicite fut censurée, et Sam Peckinpah fut accusé de fascisme, et les critiques les plus virulentes ne virent dans ce thriller qu'une célébration nauséabonde de la violence et de l'autodéfense. C'est n'importe quoi, ça. Des critiques qui devaient être encore aussi venteux qu'un sac de paix. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Car oui, ce film est bien plus profond que cela. Le déchaînement de violence sous plusieurs formes permet au film une critique cinglante du genre humain, un certain cynisme, mais aussi d'être assez jouissif. C'est toujours marrant de voir un personnage doux et naïf en apparence, interprété par le grand Dustin Hoffman, partir dans une explosion subite quand c'est au service d'un récit constructif. Ce récit interroge intelligemment sur la violence sous différentes formes et ses conséquences, souvent graves. Il faut peu de poudre pour mettre le feu au baril, peu de choses suffisent pour déclencher une fureur qui est la plupart du temps en chacun de nous. Ouais, effectivement, je connais ça. Mais ça rendrait un évêque assez fou pour défoncer des vitraux, d'ailleurs. La mise en scène, sachant coller au plus près de chaque partie du récit, avec une certaine lenteur au début, ensuite des plans de plus en plus longs pour une accélération subite qui est bienvenue lors, par exemple, des flashbacks d'ennemis, et qui est très efficace pour appuyer parfaitement le récit. On peut reprocher quelques clichés ici ou là, mais on admire le savoir-faire de Peckinpah pour ne pas se gêner à montrer les choses tout en gardant une certaine subtilité qui permet de ne pas tomber dans la surenchère inutile. Puis surtout, on a cette scène de vie traumatisante pour l'époque, qui pour le coup aujourd'hui fait encore son petit effet. Bref, Les Chiens de paille est donc un film sur la sauvagerie humaine, dur, malsain, mais un bon film parce qu'il interroge, interpelle et choque son public. Foncez le voir si ce n'est pas déjà fait. En revanche, je te déconseille le remake qui est juste une bouse infâme. Ok, celui-là, il pourrait me tenter. Même si j'ai un peu peur de me reconnaître dans les pecnos du film. Ah bon? Eh ben, je vais te recommander un autre truc d'abord, mais juste une petite question avant. T'as déjà fait du canoë? Oh, ça remonte, ça. Pourquoi? Non, pour rien. Et dans ta corde commence à s'effilocher. Waouh, c'est glacé! Non, elle tiendra. Quatre amis partent faire du canoë sur une rivière sauvage de Géorgie. Ils envisagent cette expédition comme un dernier hommage à une nature sauvage et condamnée par la construction d'un futur barrage. Et les dangers qu'ils affronteront ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière. Délivrance est un film américain sorti en 1972 et réalisé par John Boorman, un grand réalisateur qui nous aura pondu de grands films tels que Duel dans le Pacifique, Excalibur, La forêt d'émeraude. Ainsi que Zardoz, un autre film culte avec... Ah oui, je connais, avec Sean Connery. Il a une bien belle moustache, une belle tresse, un beau moule burn rouge dans ce film. Je me déguise comme ça à chaque carnaval. Délivrance, c'est la quintessence du film d'aventure savamment orchestré, détourné en thriller cinglant et abouti à tel point que bien d'autres films s'en inspirent et voulurent l'égaler, mais sans jamais y arriver. Dans le contexte du film, ambition industrielle et beauté de l'image s'opposent. D'un côté, le confort du progrès, de l'autre, ses conséquences. Le groupe d'amis, en temps arpenté, s'égorge comme un dernier hommage avant la disparition de ces espaces exceptionnels. Ils ont emporté avec eux leur meilleur matériel. Pourtant, ceux qu'ils vont rencontrer dépassera de loin ce qu'ils attendaient. Et c'est sûr qu'ils vont pas en sortir indemnes. L'appréciation de ce film porte avant tout sur l'authenticité de la caméra. Pas d'effets spéciaux, pas d'action puérile, ni de fioritures. La mise en scène est soignée et généreuse. Le travail photographique est énorme, et lorsque les paysages s'effacent
s'efface devant des images plus confinées, le scénario bouleverse l'histoire pour libérer des séquences vertigineuses. L'intrigue est absolue, joue avec cette fameuse opposition entre calme, tranquillité de la nature et brutalité du récit, le tout sur fond d'humour noir, tantôt délicat, tantôt machiavélique. Dont notamment une scène très connue qui est encore choquante aujourd'hui. Concernant le casting, Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty et Ronny Cox interprètent à l'évidence des hommes d'affaires cherchant tout simplement à passer du bon temps entre eux. Ce dernier nous transmettra une image très valorisante de leurs personnages, liés fortement d'amitié dans leur façon de jouer. Bordel de cul. Et Burt Reynolds, il joue dans ce film. Ah oui, il joue le mec franc, sûr de lui et qui est un champion de tir à l'arc. T'as jamais remarqué? Ben non, c'est quand ça fait une couille dans le potage. Mais regarde, il ressemble à ça. Ah, mais il a pas de moustache. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Comme quoi une moustache, ça vous change à un homme. C'est même un plaisir de passer du bon temps avec eux. L'amitié et leur sympathie sont marquantes, rien que par la fameuse scène musicale au début du film, entre un des amis qui est guitariste et un jeune homme jouant du banjo. Waouh, ça me donnerait presque envie d'apprendre le banjo. Bref, Délivrance est un petit bijou du cinéma. Un film à voir et à revoir pour apprécier les bons aspects du film. Si vous montez dans ce canoë, vous ne ressortirez pas indemne, je vous préviens tout de suite. Oh bah celui-là, je crois que je vais le mater en priorité. Hein. Rien parce que Burt, il a l'air aussi viril que dans les autres films. Magnifique ça. Et maintenant, on va passer au dernier film. Mais juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et nous maintenant, on va rejoindre une sacrée famille de tarés. Hello? Dans les années 70, 5 amis sillonnent le Texas en minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée. Massacre à la tronçonneuse est un film américain sorti en 1974 et réalisé par Tobe Hooper. Un réalisateur qui nous aura pondu des films tels que Le Crocodile de la Mort, comme dit précédemment, mais aussi des films tels que Poltergeist, Life Force ou encore L'Invasion vient de Mars. Ainsi que la suite de Massacre à la tronçonneuse, également produit par la Canon comme les deux films dont on a parlé précédemment. S'il y a bien un film qui cristallise la somme d'une époque, d'un genre, d'un environnement et de la peur des gens, c'est bien Massacre à la tronçonneuse. Sans doute aussi l'une des plus belles réussites horrifiques que le 7e art nous aura donné de voir. Bizarrement, c'est aussi l'un des films d'horreur les plus épurés, pas d'effets spéciaux tapageurs, pas d'effets gore pompeux, tout est dans l'ambiance et le grain unique de la caméra 16 mm. Durant 1h20, Tobe Hooper, avec peu de moyens mais énormément de talent, va tranquillement poser les jalons d'une terreur qui nous tiendra bien au-delà du générique de fin. Ah oui, avec tout ça, c'est pas étonnant qu'il ait été classé X à sa sortie. Ah bon? Y a du cul dedans? Non, mais une ambiance lourde et pesante, relativement dérangeante quand même. La profanation d'un cimetière en prologue accompagné de clichés ultra réalistes de corps en décomposition annonce la couleur. Une voix off nous confrontera dans le malaise apporté par le film en annonçant la véracité de l'histoire qui va suivre. Inspiré de l'histoire Dead Gain, un tueur en série adepte de l'écorchage, Hooper va nous offrir avec Leatherface et son masque en peau humaine l'un des boogeyman les plus flippants du cinéma. Et l'un des plus iconiques avec Freddy, Jason, Michael Myers et Chucky. Non dénué d'humour noir ni de propos sociaux, terriblement efficace, pour moi c'est à la fois le fondateur et le paragon du slasher. Sa folie hystérique, sa cruauté, son horreur malsaine et implicite, tellement plus insoutenable que le gore, en font une expérience de cinéma intense, donc indispensable aux fans du genre. En bref, Massacre à la tronçonneuse est un classique du cinéma à voir et à revoir absolument si vous avez les nerfs bien accrochés. Ouais, celui-là aussi, il me tente bien. Malgré les jeunes qui crient tout le temps? Bon, ça devrait aller. Hein. Si je me mets des bouchons, je devrais être aussi sûr qu'une statue. Ok, je te fais confiance. D'ailleurs, tu me causais de Délivrance tout à l'heure. Ça me fait penser à un autre film du genre, mais qui se passe en France, avec un temps caniculaire. Ouais. Je pense savoir lequel c'est.